En 1895, il n'y avait pas d'avion. Le récit décrit ce qu'on voit au sol. Tantôt, on verra ça de haut. Vers le soir, le capitaine de l'Eda nous fait savoir qu'il propose de profiter de la brise du soir pour traverser à l'Anticoste, et à 8 heures nous faisons nos adieux aux amis de la Longue Pointe et nous embarquons, pendant qu'on nous salue à coups de fusil de tous les points du village. Chacune de ces détonations est précédée d'un éclair qui illumine un moment les ombres du crépuscule, et accompagné d'un bruit dont l'éclat se décuple au milieu du calme de l'air. La mer est calme comme de l'huile, pas un souffle de vent ne vient enrider la surface, et il faut avoir du toupet pour entreprendre une traversée d'une dizaine de lieusaines de telles conditions. Nous passons bientôt près des îles où se sont réfugiés pour la nuit ces milliers d'oiseaux de mer que l'on voit courir tout le jour par troupes nombreuses. Mais ils n'en sont pas encore à l'heure du sommeil, car leurs cris aigus, retentissant sur tous les tons, font le vacarme le plus assourdissant que j'ai jamais entendu. On croirait que les gibiers se racontent là leurs aventures de la journée. Nous sortons du havre de la Longue Pointe à force de rame, et heureusement la brise se met à souffler. La lune s'est levée, et nous nous avançons dans la longue traînée d'argent qu'elle répand sur les eaux. Cependant la fraîcheur de la soirée et l'humidité de l'atmosphère nous incommodent à la fin, et nous accueillons avec empressement la tasse de thé chaud que nous offre l'abbé Lagueux, et qu'il vient de fabriquer avec diverses machines perfectionnées. Car notre compagnon de voyage est muni de tous les ustensiles que la science a mis de nos jours au service des voyageurs, et il y a profit de bien des façons à vivre en sa compagnie. Lorsque je faisais réflexion sur cette matière, je pensais souvent au souhait de ce bon pauvre qui priait ainsi, « Seigneur, je ne vous demande pas d'être riche, mais placez-moi seulement auprès des gens qui ont du bien. » C'était un malin, ce pauvre-là. Voici que la marée montante se fait sentir, le courant du grand fleuve se soulève en rencontrant cet obstacle, et notre petit navire, qui se trouve sur le théâtre de cette lutte des deux courants, se livre à des cabrioles désordonnées. Cela signifie que nous en avons fini avec les plaisirs de la soirée, et chacun descend à son tour dans sa cabine, ou, en d'autres termes, va s'étendre sur les bêtes de la chambre du yacht. Demain matin, de bonne heure, nous serons rendus à destination. Le matin, je fus éveillé brusquement par le tapage inaccoutumé de la manœuvre et par les bonds auxquels se livrait notre yacht sur une mer qui devait être bien houleuse. J'appris bientôt ce qu'il en était. Nous longions la côte de l'Anticosti, et nous n'avions plus qu'une dizaine de milles à parcourir pour arriver à la baie des Anglais, lorsque soudain s'éleva une bourrasque de vent d'ouest qui rendit notre course en avant absolument impossible. Nous n'avions plus qu'à virer de bord et à chercher un refuge quelque part. Mais les refuges sont rares sur cette côte de la grande île, et c'est ce qui rend la navigation si dangereuse en ces parages. Enfin, après avoir couru 10 ou 12 milles en arrière, poursuivis par ce terrible vent d'ouest, nous pûmes jeter l'ancre dans l'anse des trois ruisseaux, ainsi nommés de trois petits cours d'eau qui descendent à la mer. Nous apercevions, de ce mouillage, l'embouchure de deux de ces... La situation où nous voilà n'a rien de particulièrement propre à nous jeter dans l'enthousiasme. Le vent contraire qui souffle peut fort bien durer une ou plusieurs semaines, et nous tenir emprisonnés ici tout ce temps. La côte de Anticosti ne ressemble pas beaucoup au bord de l'île d'Orléans. Nous sommes en pays absolument sauvage et inhabité, en face de la forêt vierge, bien loin de toute habitation.
Les aventures de Robinson Crusoe nous reviennent alors en mémoire, et fournissent matière à bâtir maints projets très encourageants. Sous certains rapports, la position du héros de Daniel Defoe l'emportait sur la nôtre, mais à d'autres points de vue nous avions l'avantage. Par exemple, nous étions 5 personnes, ce qui, à dire vrai, est désastreux quand on a peu de provisions, et nous avions, dans le yacht, une habitation toute faite, qui suffirait toujours bien pour la saison d'été. Mais nous manquions absolument d'armes à feu et de tout appareil pour la pêche de mer. Cela deviendrait assez gênant le jour où la chasse et la pêche seraient nos seules ressources, quand nous aurions épuisé le pain et le lard qui se trouvaient à bord. Mais, à demain les choses sérieuses. Suffici diei malitia sua, d'autant que des gens industrieux se tirent toujours d'affaire. Il y a assez de cordage à bord, qu'il nous sera facile de confectionner des lignes et des filets pour la pêche, et puis nous ferons des arcs et des flèches, à l'imitation de nos ancêtres des âges reculés. Mais pendant que nous faisions ces rêves de vie sauvage, et que nous projetions de battre le record de tous les Robinson passés, Monseigneur était resté dans le domaine de la vie réelle. Sa grandeur se disait qu'il lui faudrait absolument avoir terminé le 24 juillet 1895 sa visite pastorale au Labrador, et qu'un séjour indéfini sur cette plage déserte n'avancerait guère les choses. Aussi, entendant dire qu'il n'y avait pas beaucoup plus qu'une quinzaine de milles pour se rendre par terre à la baie des Anglais, et croyant que, lorsqu'on a déjà fait 12 milles à pied, on peut aussi bien en faire 15, le prélat résolut d'entreprendre ce trajet. Notre capitaine, à qui la perspective d'un pareil voyage souriait assez faiblement, consentit pourtant à accompagner Monseigneur, et vers 3 heures de l'après-midi les 2 voyageurs descendirent à terre et se mirent en route. Pour nous, qui étions décidés à rester ici jusqu'au jugement dernier plutôt que d'entreprendre une marche de 15 milles, tâchons de tirer le meilleur parti possible de la situation. D'abord l'abbé Lagueux jugea que, puisqu'il y avait là 3 petits cours d'eau qui sortaient de l'intérieur, on pouvait raisonnablement s'attendre à y trouver de la truite, et dans le louable dessein d'ajouter un peu de relief à notre festin du soir, il se fit conduire au rivage avec ses engins de pêche. D'avance je pleurais le sort des innocentes truites qui allaient être victimes du perfide appât, mais le canot était à peine revenu à bord que l'équipage s'entendit désespérément éler du rivage, et il fallut aussitôt aller chercher notre pêcheur, qui nous raconta les aventures dont sa brève excursion n'avait pas manqué. D'abord, il n'y avait pas de poisson dans le ruisseau où il avait jeté la ligne et qui coule plutôt sur un escalier de pierre plutôt qu'un lit ordinaire de rivière. Mais, surtout, le sportsman s'était fait attaquer par de si innombrables bataillons de féroces moustiques qu'il avait dû terminer son excursion. Les glorieuses blessures confirmaient éloquemment cette dernière partie du récit. Le soir finit par arriver, et avec lui, grâce à la placidité de l'atmosphère, nous vinrent des légions de temps à cheval, de la cavalerie, et de jolies mouches dont les yeux d'or aux reflets verdâtres étaient d'une grande richesse. Il vint aussi de ces moustiques avec qui M. Lagueux avait eu maille à partir. Quelques heures auparavant. Il manquait vraiment ce comble à notre infortune. Les temps et les mouches, en insectes bien élevés, se contentaient de nous envelopper des méandres gracieux de leur vol. Mais les moustiques de l'Anticosti, c'est-à-dire des moustiques encore barbares, qui n'ont aucune idée de loi, ni d'égard, ni de réserve quelconque. La situation fut jugée assez sérieuse pour que nous recourussions aux armes que nous possédions. Monsieur l'abbé Lagueux et moi étions munis chacun de drogues, antimoustiquaires, préparées l'une à Paris, l'autre à Québec, et nous éprouvâmes leur efficacité, qui était minime, nous allâmes jusqu'à nous oindre successivement de l'une et de l'autre à la fois. Cela nous procura bien quelques soulagements, et le gros des ennemis reculait en approchant de cette couche huileuse et fortement aromatisée, dont ruisselaient notre figure et nos mains, mais il y avait toujours des insectes plus hardis, des foudres de guerre évidemment, qui méprisaient ces obstacles et nous perçaient à l'envi de leurs dards empoisonnés. Dans cette extrémité, je me résolus d'employer les grands moyens. En prévision de circonstances aussi fâcheuses, j'avais apporté un immense voile de mousseline. Je m'enveloppais là-dedans. Il paraît que, sans le cigare que j'avais aux lèvres, on m'aurait pris volontiers, affublé de la sorte, pour une première communiante, et j'obtins de cette manière une tranquillité satisfaisante, troublée seulement, de loin en loin, par quelques féroces ennemis qui trouvaient encore moyen de m'atteindre à travers les mailles de ma coque d'armes. Tels furent les agréments de la première soirée que nous passâmes à l'île d'Anticosti.
Je me visite propulse aussi des docu-réalités sur le ravitailleur cargo passager et croisiériste Bella des Gagnés.